Cosa Vostra. Pour moi, les éditeurs sont quand même nos alliés. Et encore une fois, il y a cette phrase de Bill Gates qui disait content is king, et c'est la réalité. Donc le contenu est roi. Par contre, la distribution est reine. Et donc pour moi, c'est une association des deux. La distribution, c'est un métier à part entière, comme la production de contenu est un métier à part entière. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Harry Assued, le fondateur de Caféine, ex Le Kiosque. Harry, bonjour. Bonjour François. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, épisode spécial sur les kiosques numériques. Je trouvais ça assez intéressant. C'est un mode de distribution de la presse des contenus qui existe depuis déjà pas mal d'années. Tu vas un peu nous expliquer cette histoire. C'est aussi une histoire que je connais un peu personnellement, comme je te le disais en introduction. On a représenté quelques années Press Reader, qui est aussi un kiosque digital canadien, avec aussi une sacrée histoire derrière. Et donc j'ai suivi d'assez près l'évolution de ce business. Et puis en suivant un peu Caféine, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'actualités récentes au-delà de votre changement de nom. Vous connaissez sous Le Kiosque, mais il y a eu quelques belles acquisitions et je trouvais ça vraiment intéressant de parler avec toi. Donc merci d'avoir accepté mon invitation, Harry. Rapidement, est-ce que tu peux nous raconter la genèse du kiosque, parce que je pense qu'elle est assez intéressante et elle explique un peu, elle illustre en tout cas assez bien toute la problématique, enfin tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de la distribution sur des kiosques numériques. Ouais, alors c'est une longue histoire. Donc cette société, elle a été créée en 2006, donc il y a très très longtemps. Je dirais, ça fait plus de 14 ans aujourd'hui. Et à l'époque, C'est encore une start-up aujourd'hui? Tu te considères en bout de 14 ans? Oui, enfin mon état d'esprit, c'est que tant qu'on développera cette société, ça sera une start-up et on réfléchira dans une logique de start-up. Et pour moi, la définition de start-up, c'est plus un état d'esprit, une posture, une nécessité de pas être dans un cadre établi, plus que la logique de la définition propre d'une start-up qui est de commencer. On a 14 ans, donc on n'est plus vraiment, on n'est plus une société qui vient de se créer. On est plutôt une scale-up même aujourd'hui, plus qu'une start-up. Mais on veut garder cet état d'esprit, cette fraîcheur et cette animation dans un environnement de marché avec la révolution qu'on connaît autour du digital, où on peut pas rester dans un cadre établi en fait. Et moi, ça a toujours été mon réflexe et mon envie. Et avec les premiers cheveux gris arrivant, j'essaie de rester, comme je te disais en introduction, très jeune en termes d'état d'esprit pour continuer à bien essayer de comprendre quels sont nos consommateurs, comment ils évoluent et comment aussi on répond à un produit qui pourra répondre à la fois aux besoins de nos utilisateurs actuels, mais aussi des prochaines générations. Donc, je sais que ça change, c'est clair. Ouais, pour revenir à ta question, donc sur la genèse de Caféine, qui s'appelait avant Le Kiosque. Alors d'abord, une première chose, c'est que évidemment la manière simple de nous appeler, c'est les kiosques numériques. Moi, je pense qu'on n'est pas un kiosque numérique, parce qu'un kiosque numérique, ça a une vision un peu restrictive de la proposition de valeur et du positionnement et de l'ambition de Caféine. Ce qu'on souhaite, en tout cas aujourd'hui, plutôt. Enfin, le positionnement qu'on souhaite avoir et l'expression qu'on a créée, c'est plutôt le streaming de l'information. C'est un peu l'idée de dire comment on accède à du contenu de qualité sur l'écrit, sur les médias. Donc, puisque la presse aujourd'hui, c'est un média beaucoup plus global qu'une association avec le papier, puisqu'on associe beaucoup de presse et papier, et c'est plus du tout ça. Et donc notre sujet, c'est plutôt et les kiosques en fait ont cette notion un peu. Moi, j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait un kiosque, donc il y a rien du tout de péjoratif dans ce que je dis. C'est un métier formidable, mais je trouve que ça associe à une fonction de distribution, à une manière de voir le contenu qui n'est pas forcément en corrélation avec le produit et l'expérience qu'on veut créer. Donc nous, notre sujet, c'est plutôt être une plateforme d'accès à du contenu de qualité,
Et donc notre positionnement est plutôt d'être dans le streaming de l'information. D'accord, d'où le changement de nom notamment. En partie, d'où le changement de nom, puisque effectivement, quand on s'était créé, c'était simple, le nom était disponible. C'est un nom qui est hyper descriptif, qui est pas différenciant, mais bon, quand vous avez 27 ans ou 26 ans, voilà, vous réfléchissez pas à ces sujets, et en fait, il y a pas vraiment de bénéfice. En fait, c'est un côté utilitaire qui nous semble évident, mais d'un autre côté, c'est que si vous n'avez pas de puissance marketing pour développer une marque, c'est une marque qui est descriptive et qui a peu de valeur, puisque tout le monde se positionne sur la notion de kiosque. Donc, quelle est la différence entre le kiosque, un kiosque numérique? Pour moi, ça n'existe pas. Donc, c'est quand même un sujet de fond qui nous a taraudé. Et avec l'expérience, on a plutôt privilégié en fait la construction d'une marque très internationale, où il y a une vraie valeur autour de la proposition. Et je dirais que la marque Le Kiosque n'avait pas une valeur en tant que telle. Donc c'est le sujet sur lequel on s'est positionné, et je dirais que le produit était plus au centre de notre expérience. C'est d'ailleurs ça qui nous a permis de nous différencier, de grandir plutôt que la marque. Donc si je ferme cette parenthèse, donc pour revenir à la genèse, donc au départ, comme je te dis, moi j'avais 26-27 ans, j'étais assez jeune. La manière dont j'ai créé la boîte, c'était par rapport à un besoin consommateur. Hein. J'ai toujours été un lecteur de contenu, d'informations. J'ai toujours été passionné par tout type de contenu, que ce soit de la musique, les films, toutes les industries culturelles. Et à un moment, me retrouvant à l'étranger, j'avais envie de dire de la presse française, et pas forcément des sites, la presse qui était, le contenu qui était disponible sur les sites internet des médias, comme Le Figaro ou L'Équipe par exemple, ou Le Point, où le contenu disponible était À l'époque, n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans le print. Rien à voir, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans le print. L'expérience était pas bonne. Enfin, il y avait des sujets, donc ça n'avait rien à voir. Donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable que à l'heure de l'explosion du digital, comme on le dit aujourd'hui, hein, parce qu'on parlait de la deuxième bulle la deuxième vague Internet, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de proposition de valeur un peu similaire à ce qu'on commençait à voir dans la musique avec des Napster qui avaient complètement révolutionné la consommation de contenu musical. Ou sur d'autres sujets de contenu, comme par exemple Netflix, qui était initialement en fait une plateforme, même pas une location plateforme, de de DVD. location, voilà, de DVD qu'on recevait à domicile et qu'on rendait. Donc c'était l'équivalent de Blockbuster ou de Vidéo Future en France, par exemple. Et ils ont changé leur business model à peu près au même moment où on s'est créé. Donc voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle, la bourse puisque c'était une boîte qui était cotée, ça avait été un tollé extrêmement négatif sur cette transformation de modèle. Donc, je me souviens pas. Mauvaise réaction du marché quand ils se sont passés en service full stream, quoi. Il y en a eu plein de mauvaises réactions de marché. Hein. Quand Facebook est arrivé, quand a fait son IPO, je me souviens, j'avais été interviewé sur BFM et on avait posé la question de la valeur de Facebook et le fait que l'action avait un peu été chancelé les premiers mois. Et en fait, la réalité, c'est que voilà, il faut viser le court et le moyen et le long terme. Et donc c'est assez marrant. Maintenant, c'est facile d'en parler avec Bien sûr. recul. Bon, je dirais que voilà, en 2006, on s'est créé par rapport à ce besoin. Moi, je venais pas de l'industrie, de la presse. Ça, c'est intéressant comme point parce que je pense que ça éclaire aussi. Alors ce que j'en sais ou ce dont je me souviens, et là c'est un peu pour accélérer parce qu'il y a plein de sujets aussi importants à évoquer. C'est l'accueil des éditeurs de presse à l'époque, parce que si je me souviens bien, à l'époque vous étiez lancé sur une formule, ce qu'on appelait le Equal You Can, hein, c'est-à-dire un abonnement et tu peux consommer autant de contenu que tu veux. Mauvais accueil au départ des éditeurs. Ouais, très mauvais. Parce que ce qui m'intéresse évidemment aujourd'hui, plus que le produit et la start-up et la société, c'est vraiment le cœur un peu de cet épisode pour moi, c'est la relation avec les éditeurs. Comment vous passez d'un petit truc confidentiel de distribution à ton ambition que tu décrivais assez bien, une plateforme de distribution. Et je crois pas me tromper en disant que vous cherchez à être, alors la formule est facile, mais le Netflix ou le Spotify de la presse. En tout cas, c'est l'ambition. Et donc, je dirais que cette genèse, donc les premières années, parce que je vais pas raconter toute l'histoire, en fait, les premières années, on s'est lancé avec vraiment cet esprit start-up, peu de moyens. On va tout casser, on va tout révolutionner. Voilà, on va tout casser, tout révolutionner. Bon, moi, je suis d'une nature où, franchement, c'est the sky is the limit d'un côté, mais d'un autre côté, je suis quelqu'un de très cartésien et très rationnel.
Donc j'avoue que ce qui me posait problème, c'est le go-to-market, c'est-à-dire entre l'ambition, la volonté et le fait de vouloir tout casser, d'un autre côté comprendre les réticences de l'écosystème et les problématiques, c'est mon cerveau droit et mon cerveau gauche qui me jouaient des tours les premières années. Et je dirais que voilà, ce qu'on s'est dit très rapidement en fait, et moi ce que je me suis dit, c'est que pour construire de la valeur, nos forces, c'est quoi? C'est d'abord d'essayer de comprendre l'écosystème dans lequel on est. Donc euh, évidemment de leur expliquer pourquoi notre proposition de valeur est en adéquation et va dans le sens et dans leur intérêt. Et donc de se positionner en tant que consommateur. Et je pense que ce que je disais, moi, je viens pas de cette industrie, mais je suis d'abord un consommateur de médias. Donc je suis passionné par ces médias. Je sais que ces médias, ces contenus ont de la valeur. En revanche, il y a des phénomènes naturels qui sont évidents et qu'on a du mal à appréhender malgré toute l'intelligence qu'on peut avoir quand on est au cœur, d'un système. Par exemple, le transfert de la consommation du physique vers le digital a changé la perception de la valeur de beaucoup de choses. Pas que dans le domaine des contenus, hein, dans tous les domaines. Donc ça c'était un point qui, à mon avis, nous a été utile dans le sens où on avait cette clairvoyance, là où les éditeurs qui étaient aussi, moi si j'étais à leur place, j'aurais fait exactement la même chose, étaient plutôt dans une logique je dirais, de pouvoir conserver un modèle économique le plus longtemps possible, Mhm. ce qu'ils savaient changeant. Et en fait, leur idée, c'était de se dire comment j'accompagne cette transformation sur des temps longs. Mais nous, voilà, il y a un moment où on peut pas aller à l'encontre des consommateurs. Et je pense que le feeling qu'on a eu très tôt, c'était de dire que le digital, en fait, la révolution dans laquelle on est, elle bouleverse tout, en fait. Il n'y a pas de leader. Enfin, on a parlé un peu des GAFA, enfin, on a parlé de Facebook, mais voilà, ces sociétés, elles n'existaient pas il y a 15 ans. C'est peut-être quelque chose, si je viens sur un autre sujet, par exemple, quand je regarde un peu l'évolution du CAC 40 en France, c'est toujours les mêmes boîtes. Quand tu regardes l'évolution du Nasdaq aux États-Unis, Plus de la moitié a changé. voilà, donc c'est un phénomène qui arrivera à un moment ou à un autre. Donc il y a ce conservatisme, qui est pas uniquement en France dans l'univers des médias, parce que New York Times est aussi finalement un acteur qui a fait preuve de conservatisme dans son positionnement sur son modèle économique, fait que il y a une évolution, un changement de modèle économique qui nous semblait nécessaire. Donc nous, on a essayé de construire cette explication avec les éditeurs. Et effectivement, notre conviction, c'est que on était convaincu qu'il allait avoir un modèle payant dans le digital, alors que tous les éditeurs allaient sur des modèles d'audience. Et on voit bien qu'en fait, le problème, c'est que ils ont gagné ce pari, puisque Ils ont fait de l'audience. l'audience est incroyable. Quand j'entends les audiences d'un Figaro ou d'un Monde ou d'un Équipe, mais même de petits, quand on parle même de un actu.fr, un groupe Publi Hebdo qui explose. Millions d'utilisateurs. Bon, après, il faut toujours faire attention aux chiffres qui sont communiqués, mais et leur véracité. Mais bon, on sait très bien que l'audience est massive. A contrario, la monétisation, elle a été captée par Google et par Facebook. Et aujourd'hui, malgré le fait que 90% de l'audience vient du digital, 10% des revenus viennent de ce digital. Alors que, par exemple, dans la musique, ce mouvement de bascule, de transfert du physique vers le digital a fait que on est passé d'une industrie qui faisait 80% ou 90% de ses revenus via les ventes physiques de CD en 2000 à une industrie qui fait 80% ou 90% de son audience en digital, et les ventes et les revenus sont également digitaux dans la musique, par exemple. Donc je dirais que le paradoxe est un des sujets qui est un peu la tendance de fond, qui fait qu'aussi on est sur des temps longs et qu'on reste une start-up, c'est que on est sur une industrie très grosse. C'est une industrie qui fait 145 milliards de dollars dans le monde, donc 7 fois plus grosse que la musique. Ouais. Très localisée. Tu le disais, puisque tu connais ce métier, donc il faut aller voir des éditeurs. Il y en a beaucoup par pays, donc il faut convaincre les éditeurs pays par pays. Et puis la consommation des contenus d'informations, elle se fait aussi en fonction des contenus locaux. Donc il faut convaincre les consommateurs en fonction d'une proposition de valeur locale et pas globale. Et donc il y a eu un temps je dirais, d'adhésion qui a pris plus de temps que, par exemple, le phénomène qu'on a connu dans la musique avec les plateformes de streaming. Donc voilà, donc moi je dirais que pour répondre à ta question sur la genèse, c'est des temps longs, et la proposition de valeur qui est la nôtre, c'est une proposition de valeur qui est vraiment axée autour du produit, de l'expérience utilisateur, du modèle économique qui est simple, parce que dans le digital, si tu veux avoir un modèle payant, il faut que ça soit extrêmement simple. Et c'est quoi le modèle économique aujourd'hui? Parce que là, je parlais au début d'une formule d'abonnement. Je pense que ça a pas mal changé entre temps, et on va revenir avec aussi les telcos. Mais aujourd'hui, si on continue le parallèle, c'est comme Spotify. Je paye un abonnement et je peux consommer de manière illimitée des contenus. Alors, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est ça, en fait. L'objectif, c'est d'avoir de l'exhaustivité. Donc, on a 2500 grands titres de presse qui sont présents dans l'offre.
dans différentes offres et on a différents canaux de distribution. Donc, on est un service principalement grand public. Donc, Caféine, aujourd'hui, est un service qui est disponible via un site internet ou via des applications mobiles ou tablettes. Donc, les gens téléchargent l'application et peuvent, qui est un des principaux usages, et peuvent consommer le service et s'abonner. Donc, l'abonnement, c'est aujourd'hui une offre illimitée. Donc, on a réussi à convaincre les éditeurs. Parce que ça a été un des gros sujets. Ouais. Je m'en souviens et je t'interromps, mais c'est aussi Non, bien pour la sûr, bien sûr. discussion. Euh, L'accueil justement des éditeurs sur cette formule, pour rappeler un peu l'enjeu. Et nous, c'est ce à quoi on s'était confronté quand on présentait PressReader, c'était la perception de la valeur. À un moment où les éditeurs se battent pour faire revenir, faire payer sur leur site des visiteurs, leur dire bah voilà, votre contenu va être noyé parmi ces 2500 titres dont tu parles, et au final qu'est-ce qui leur revient aux éditeurs? Il y a plusieurs questions dans ma question, Non, il y a pardon. plusieurs questions. C'est comment tu rémunères tes éditeurs? Est-ce que c'est en fonction de la consommation et comment tu réponds à cette idée que nous on avait, enfin qu'on nous opposait, qui était je veux pas que mon contenu soit noyé par les autres parce qu'il a trop de valeur. Alors, plusieurs choses. D'abord, la valeur, quand ils ont créé de l'audience, cette valeur, elle était pas monétisable puisque l'audience générait pas des revenus publicitaires dans le digital en adéquation avec la valeur des contenus qui étaient proposés gratuitement. C'est Donc, vrai. je dirais qu'aujourd'hui, les éditeurs ont quand même, et encore une fois, pas à tort, parce qu'ils ont eu raison. Ils ont pensé que si je bascule mon audience sur le digital, je vais pouvoir créer un modèle économique où la majorité de mes revenus la majorité de mes revenus viendra du digital. Ce qui s'est passé dans la musique aurait dû se passer dans l'univers de la presse. C'est pas le cas, puisqu'en fait, la publicité qui était quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est pour la majorité des éditeurs, historiquement, avec une audience qualifiée très faible, ils généraient des revenus publicitaires astronomiques. Donc c'était ça l'âge d'or de la presse, en fait. C'était que c'était pas forcément corrélé aux ventes physiques, c'était lié à la qualification des audiences très ciblées des éditeurs et cette capacité à obtenir des revenus publicitaires, puisque il n'y avait pas beaucoup de médias à l'époque. Il y avait la télévision, la radio, les affichages et la presse avait une valeur intrinsèque très forte puisque c'est une audience très fidèle, et donc finalement les revenus qui étaient associés étaient assez phénoménales. Ça oscillait pour des éditeurs entre 30 et 70% de leur business model. Par exemple, un groupe comme Condé Nast, c'était une grosse partie des revenus, même si la monétisation et la valeur des contenus coûtent cher, c'était surtout l'audience et la pub. Donc tout ça pour dire que quand le digital est arrivé, ils ont eu ce modèle d'audience avec des sites internet. Et nous, au contraire, à contrario, on était là à dire il faut reconstruire de la valeur sur vos contenus venant de l'écrit pour pouvoir les faire payer dans le digital. Et donc c'est un mouvement à contre-courant. Mais on est complètement d'accord avec eux sur le fait que la presse a de la valeur et qu'il faut pas la brader. En revanche, c'est la perception du consommateur, et c'est ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, qui est aussi importante à comprendre. Aujourd'hui, quand tu vas au cinéma, tu es prêt à payer 50 € pour voir un film. Si tu y vas avec, je sais pas si tu as des enfants, en tout cas moi c'est Ouais, j'ai 2 enfants, donc ça voilà, me coûte à peu près ça. On est 4 voilà, avec à la maison, donc ça coûte à peu près ça. moi ça me coûte 50 € pour aller voir une séance de cinéma, je suis prêt à la payer parce que je vis une expérience. Bonne expérience, c'est Voilà, ça. il y a le théâtre, enfin il y a le cinéma, il y a l'expérience, il y a le prix, et même j'achète des pop-corn, j'achète du coca, donc au final c'est une soirée que je passe au cinéma qui me coûte extrêmement cher. Le problème, par exemple, de l'industrie du cinéma aujourd'hui, c'est que, avec la crise du Covid, les cinémas sont pratiquement fermés, donc il y a des risques. Et donc aujourd'hui, il y a plein de films qui ont été reportés. Pourquoi? Parce que on avait beau, on a beau avoir une certaine forme d'exclusivité. Si demain, par exemple, le prochain James Bond décide de passer la case cinéma et d'aller directement sur la Sur télévision, les plateformes? qui va payer pour avoir le même panier moyen? Donc il y a une déperdition de valeur entre l'écosystème tel qu'il existe physiquement et le digital. Et c'est un peu pareil dans les contenus, quel que le soit. Alors ça, c'est hyper intéressant, et ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais aujourd'hui, dans les offres des abonnements, t'as quand même une tendance les lignes sont plus aussi claires entre mon contenu print, mon équipe print, et mon contenu digital et mon équipe digitale. On a unifié les rédactions, il y a le contenu premium, il y a les prises d'abonnement, donc la distinction, elle est moins claire Ouais. aujourd'hui. Non, je suis complètement d'accord avec toi, mais ce que j'essaye de dire, c'est que même si on distingue,
t'es pas prêt à payer un titre en digital, même si c'est le même. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est pas là où notre modèle a marché. Même quand on le proposait à l'achat au numéro, on restait vraiment marginal dans la consommation, parce que les consommateurs disent, même si c'est le même produit, c'est le même contenu, c'est une expérience digitale et le consommateur n'est pas prêt à lire le même, par exemple, Le Point, qui peut payer en physique à 4 euros dans le digital. D'abord, on doit mettre sa carte bleue, même si il y a des phénomènes de frein, de perception des consommateurs qui fait que ça ne marche pas. Donc, moi, je dirais, pour répondre à ta question, de toutes les façons, notre modèle est assez simple, c'est un modèle de répartition de valeur. Donc, plus on vend cher le contenu, mieux c'est pour nous, théoriquement, parce que on gagne plus d'argent, parce que même si on rétribue les éditeurs pour à peu près 50% ou 60% de la valeur, enfin, c'est un effet volume, en fait. Donc, moi, mon sujet, c'est que, en fait, si tu veux attirer le maximum de lectorat, tu dois avoir une offre qui soit simple, qui soit adressable au plus grand nombre et qui soit sur un prix qui est en adéquation avec les standards de marché dans le digital. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu payes Spotify, tu payes 10, enfin, si tu ce que tu me disais sur la réaction des éditeurs, c'est la même chose dans la musique. Avant, t'achetais un CD, ça valait 20 euros. Aujourd'hui, tu t'abonnes à Spotify et tu as accès à des millions de titres. Donc, c'est la même déperdition de valeur. Et pour autant, c'est pas vrai, parce que quand tu regardes des grandes masses, alors tu as des critiques du modèle, mais on est sur une industrie qui a ramené au même flow, en fait, qui crée même plus de valeur qu'avant. Quand tu regardes, par exemple, Universal, je crois que c'est devenu la pépite, même si Canal, ça fonctionne de nouveau bien de Vivendi. Enfin, quand l'entrée de Tencent au capital, c'est fait sur des bases de valorisation phénoménales, alors qu'il y a 5 ans, on disait qu'Universal, ça valait plus rien. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour moi, c'est ce sujet-là, en fait. Aujourd'hui, les éditeurs, de toutes les façons, c'est un produit de masse. La presse, faut le comprendre, c'est pas un produit exclusif, c'est un produit de masse. Tout le monde consomme de l'information. Quand je parle d'information, c'est pas que les news. C'est non, c'est l'expérience, voilà, c'est la marque, c'est les valeurs, etc. C'est le contenu. Donc aujourd'hui, à partir du moment où il y a du contenu de qualité, tout le monde en consomme. Donc quand tu regardes toutes les études, aujourd'hui, on sait que c'est un média de masse. En revanche, il y a un enjeu de monétisation de ce média. On n'a pas toutes les réponses côté caféine. Mais notre conviction, c'est que il faut trouver des nouveaux modèles économiques qui puissent accompagner de la création de valeur pour les éditeurs. Donc on essaie nous, notre simplicité, c'est de dire l'offre à 10 euros, qui est un peu notre modèle standard, c'est l'offre qui nous permet d'accéder à de la masse. Après, dans ta question, il y a aussi les éditeurs sont dans une logique de se dire on a envie de faire nos propres offres en direct. Ce qui est peut-être une des différences par rapport à l'industrie musicale, c'est qu'il y avait la vente de CD et qu'on peut assimiler à la vente du papier dans les kiosques physiques, mais les majors ou les groupes, en tout cas les groupes de musique, n'ont pas créé chacun leur propre plateforme en disant je veux qu'en fait les gens viennent écouter ma musique, je suis Radiohead, quoi que Radiohead l'a fait, c'est un mauvais exemple, et que donc c'est soit en fait on regardait les ventes de CD baisser ou on faisait rien, soit on acceptait d'aller sur les plateformes. Là, en fait, la donne qui est un peu différente, c'est que les médias se sont entre guillemets réveillés en se disant je suis une marque et je veux en fait avoir les utilisateurs en direct, je veux la data sur mes utilisateurs et je vends mon contenu plus cher dans un abonnement global qu'en allant vendre de l'article ou alors quoi que vous étiez pas vraiment sur l'article, c'est plus du Blendle dont on parlera probablement tout à l'heure. Donc t'as ces réactions encore en 2020 des éditeurs ou est-ce que vous avez passé ce cap? Non, on a encore quelques réactions comme ça. Après, on est devenu on est devenu important quand même dans l'écosystème. Donc aujourd'hui, on est plus écouté. Et puis il y a une question de besoin et de ce qu'on arrive à rapporter, même si c'est pas forcément tout le temps évident. Ce que je dirais, c'est que tu as dit quelque chose de vrai, c'est qu'on est dans un écosystème de marque plus que de contenu. Et quand tu parlais des majors, la réalité, c'est que les majors sont pas les artistes et les artistes n'ont pas cette capacité à s'auto-distribuer. Exactement. Les majors vont pas distribuer un artiste par rapport à un autre et finalement la profondeur du catalogue. Alors qu'une marque, théoriquement, peut vivre par elle-même. Le monde aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent, ils peuvent vivre par eux-mêmes, même si je trouve que le modèle économique peut être challengé. Moi, mon point, c'est que là où je trouve qu'il y a une limite dans ce que tu disais par rapport à l'analyse que font les éditeurs, elle est très simple, c'est que aujourd'hui, ton lectorat, c'est pas forcément des gens, l'intégralité de ton lectorat, au contraire, la grande partie de ton lectorat n'est pas prêt à payer pour un abonnement à accéder à un contenu. Ah mais c'est clair, il y avait cette étude il y a pas longtemps, je crois que c'était l'IFOP où c'était même les chiffres français étaient en deçà des chiffres européens, les gens sont pas prêts encore à payer pour des abonnements. Alors, France. Moi mon point est pas ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu es un lecteur du Monde qui peut être régulier, aujourd'hui, quelle est cette part de lecteur du Monde qui est prêt à s'abonner uniquement pour Le Monde, sachant qu'ils lisent d'autres contenus? Il faut comprendre qu'aujourd'hui les lecteurs de médias
aujourd'hui d'information, de presse, d'écrit, etc. Ils ont un attachement à peu près une dizaine de marques par mois. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu vas être prêt pour des contenus un peu généralistes? Je parle pas des marques un peu spéciales comme par Ouais, exemple ouais, ouais, on parle vraiment des médias un peu Financial Times ou IPG, les information Échos, politique voilà. générale, quoi. Les Échos, c'est plutôt de la presse plus professionnelle que de la presse Oui, grand public. comme L'Équipe, par Voilà. exemple, ce sont des choses Ouais, très mais très l'équipe, voilà, je dirais l'équipe, c'est pas professionnel. Donc, non, mais c'était une niche, en tout cas, si tu contenu. pas de Ouais. concurrence. Je veux dire, si tu Oui, pas de mais sport, tu as pas globalement, les Échos, tu as un peu l'obligation. Par exemple, moi, je suis un peu obligé de m'abonner aux Échos, je vais pas m'abonner à l'équipe. Alors que j'adore le foot, le tennis et que je suis un lecteur assidu de l'équipe, même si je le lis pas régulièrement tous les jours et que je vais très souvent sur leur site internet, j'ai pas le même réflexe que les Échos où il y a une valeur en fait professionnelle à l'accès au contenu qui m'est nécessaire en fait, comme des abonnements que je peux avoir à de la presse spécialisée dans mon activité. Donc moi je dirais que, enfin, Le Monde, évidemment, il y a une qualité de la rédaction, il y a une valeur de la marque, mais aujourd'hui, même moi, en tant que grand consommateur de différentes plateformes et abonné à beaucoup de choses, je donne cet exemple, mais je suis pas le seul. Je vais pas m'abonner au Monde parce que pour moi, j'ai pas un lien, un rapport qui me permet de justifier en fait un abonnement uniquement à une marque. En fait, j'ai voilà. une Ou alors tu le fais pour 10, mais ça te coûte 150 balles par Ouais, mois. mais alors qui va payer 150 € pour acheter à de la presse aujourd'hui? C'est Personne, enfin, sauf à la marge des gens qui sont vraiment soit dans voilà, le milieu, soit des férus d'actu où voilà. tu es très riche et tu t'en fiches. Donc en fait, pour moi, l'approche de distribution en direct, c'est une approche, je dirais marginale, dans le sens par rapport au potentiel des marques et à leur audience. Donc il faut quand même aller, si on veut valoriser les contenus, parce que tu as 2 modèles en fait au final. Tu as un modèle d'abonnement et tu as un modèle gratuit qui continue à exister, même si tu as Mmh. en plus de paywall. Tu dois trouver le modèle intermédiaire en fait. Et le modèle intermédiaire, c'est Caféine. C'est le seul modèle qui est entre pas le gratuit, mais pas le payant exclusif sur une marque qui travaille son lectorat de façon approfondie, avec beaucoup de contenu, avec une capacité de le nourrir, et c'est pas l'offre caféine. Donc nous, on est entre les deux en fait. Et donc globalement, nous, la promesse qu'on a auprès des clients, et d'ailleurs on le voit, hein, c'est qu'on cannibalise pas du tout les lecteurs assidus de marque propre. On va plutôt chercher le lectorat qui est la grande majorité des lecteurs qui veulent accéder à un service global de contenu avec énormément d'exhaustivité autour des marques. Donc notre sujet, c'est que la manière dont on pourra répondre dans le temps à cette problématique valeur-volume, ça va être par notre capacité à créer de plus en plus de volume qui va générer de plus de valeur. Voilà. Mmh. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais c'est un temps qui est long. C'est un temps qui va être long. Ouais, évidemment. Alors quelque chose qui a peut-être dans ce temps long qui a permis un peu de le raccourcir, et c'est un sujet qui est assez intéressant, c'est et qui moi me semble, je pense que ça a été un temps important pour Caféine, c'est les deals avec les telcos. Oui, clairement. Dans le sens où ou alors pour rappeler, hein, c'est qu'à une période, je sais plus, alors tu peux peut-être en parler nettement mieux que moi, mais et puis d'ailleurs, je vais pas dire que c'est rocambolesque, mais il y a quand même des histoires un peu savoureuses où vous avez d'abord eu un deal avec SFR, donc avant que ce soit racheté par Altice. Et donc quand je dis des deals, c'est-à-dire que quand on était abonné, on avait droit à des bonus. Alors, je me souviens, il y avait Napster, il y avait Coyote, il y avait le kiosque. Et donc ça, spontanément, ça vous a amené un volume dingue. Ouais. Bah oui, oui, bien sûr. Bah, ça, c'est le génie, je dirais, de l'équipe de SFR de l'époque, hein, qui était dirigée par Franck Gadoré, maintenant qui est chez Canal. C'était de dire, alors, qui était une stratégie chez certains opérateurs, de dire, enfin, faut comprendre le contexte du marché des télécoms, notamment en France, mais c'est un peu partout pareil en Europe. C'est un marché où finalement ces acteurs-là, qui sont, aujourd'hui, qui sont des acteurs indispensables, je dirais, dans la vie de tous les jours, se sont retrouvés dans une situation où il y a un nouvel opérateur qui est arrivé sur le marché, qui a cassé les prix. Le trublion, Voilà, le trublion, Free pour qui a pas le dire. cassé les prix parce qu'il y avait une sorte d'oligopole. Et aujourd'hui, c'est des acteurs quand même qui font beaucoup d'investissements dans les réseaux, ils se sont retrouvés dans une situation où il y a eu tout d'un coup un churn beaucoup plus important que celui qui était précédemment le churn, donc c'est Le l'attrition. taux d'attrition, ouais, les gens qui se désabonnent. Les gens qui se désabonnent. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que ils ont dû tous revoir leur offre tarifaire pour s'aligner finalement à cette réduction de prix qui avait été imposée par cet opérateur.
je Et dirais donc une baisse qu'aujourd'hui, une baisse du panier moyen. voilà, exactement. Et donc, je dirais que ce phénomène, il existe partout en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, vous avez 3 ou 4 opérateurs par pays, alors qu'aux États-Unis, par exemple, qui est un pays qui est à peu près en termes de taille de population équivalent à la France, il y a 4 opérateurs télécoms. Là, on en a 4 par pays, entre 3 et 4 par pays. Donc, c'est quand même assez phénoménal, alors que les investissements sont quand même assez lourds. Les réseaux, en plus, je pense qu'on est plus avancé en termes de réseau en Europe qu'aux Aux États-Unis, États-Unis. en termes d'infrastructure. Donc, je dirais qu'il y a des investissements lourds. Il y a un marché qui était déjà arrivé à maturité, puisque le taux d'équipement était déjà à plus de 100%. Il y a un sujet de convergence entre le mobile et le fixe, et puis il y avait ce sujet de valeur à cause de l'arrivée de Free. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les opérateurs se sont dit, mais comment, notamment pour nos clients premium, on peut les fidéliser? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter, en fait? Puisque la data et la voix n'ont plus de valeur pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est là où les sujets d'inclusion d'offres de contenu est arrivé. Donc globalement, ça permettait à l'opérateur de dire, si tu as un client premium, c'est-à-dire un client, c'est pas les clients d'entrée de gamme, hein, qui payent un certain montant. Si tu veux aujourd'hui, en tant que client premium, on t'offre plein de contenus. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui est appliquée un peu partout par les opérateurs. Alors ça dépend. Hein. Il y a des mouvements. Il y a des mouvements entre je mets de l'inclusion, je fais aussi de la vente payante pour augmenter mon panier moyen. Enfin, il y a Ouais, il y a plein plein de manières de de le et je faire. dirais que la stratégie autour des contenus, aujourd'hui, elle est au centre des opérateurs. Ça passe par exemple, la distribution d'acteurs comme Netflix ou Spotify. Ça passe aussi par des sujets de contenu autour des nôtres. Donc oui, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a réussi à avoir un boost de développement. Et je dirais que pourquoi les opérateurs ont été importants pour nous, c'est que nous, on n'a pas fait des levées de fonds de façon significative. On était un acteur français avec ces problématiques locales dont je te parlais, où on devait investir beaucoup dans le produit, dans la tech, et donc on n'avait pas beaucoup de moyens marketing en fait. Et le modèle économique pour acquérir du client sur les offres qu'on propose, c'est un modèle qui est quand même assez cash Hyper coûteux. consuming, Ouais, voilà, ouais. assez cash consuming. Donc il est rentable, mais il est cash consuming, il est rentable sur des temps longs. Donc L'enfer du globalement, B2C. voilà. Donc le B2C qui coûte de l'argent. Donc moi, il y a un moment, je me suis posé cette question très tôt et je me suis dit, le bon modèle, c'est aujourd'hui, on souffre aussi de notoriété, de visibilité. On sait très bien que il y a beaucoup de services qui sont disponibles. D'être une application qui émerge auprès des consommateurs. Alors, enfin, tu disais, voilà, toi, tu connaissais le kiosque parce que t'es un insider. Ouais, bien Mais je sûr. dirais que quand tu parles au grand public, pour faire émerger une marque et avoir de la notoriété, il faut beaucoup d'argent. Et donc aujourd'hui, tu peux le faire de plusieurs moyens. Et nous, la meilleure manière de le faire pour nous, c'était les partenariats avec les opérateurs. D'où les évolutions aussi autour de la marque, avoir une marque forte et différenciante, parce Ouais. que les gens se souviennent pas de comment s'écrit ta marque. Et donc si tu veux, c'est l'effet de répétition. Et c'est pour ça qu'on est très fiers de ce nouveau nom Caféine, parce que que les Ouais, une gens marque. aiment ou n'aiment pas, c'est une marque. Et tout le monde retient en fait. Tout le monde sait qu'à partir du moment où tu es en interaction avec Caféine, les gens savent qu'est-ce que Caféine. Donc ça, c'est un bénéfice incroyable qu'on n'avait pas forcément avec notre marque précédente. Ouais, c'est clair. Je reviens sur les deals, mais est-ce que paradoxalement, pardon, excuse-moi, d'être distribué par les telcos et donc ça renforce pas un peu une idée de gratuité du contenu? Parce qu'en fait, tous ces gens-là, alors ils le payaient indirectement, mais sans en recevoir une facture. Donc ça te fait de l'usage, mais est-ce que ça aide derrière les gens? Est-ce qu'ils s'abonnent? Donc toi, forcément, t'as un deal avec ces telcos, donc tu monétises. Mais est-ce que ça t'a aidé dans le modèle B2C pour engranger de l'abonnement et montrer la valeur un peu de votre offre? Oui, on a une croissance organique sur tous nos canaux de distribution et elle est assez phénoménale aussi sur le B2C. Donc oui, parce que nos premiers, excuse-moi pour le bruit derrière, c'est la magie du direct. Euh, je dirais que aujourd'hui, les premiers ambassadeurs du service sont nos consommateurs. Donc plus tu as une base d'utilisateurs large et satisfaite par le produit, par le service, plus tu arrives à engranger des nouveaux utilisateurs. Donc cet effet de notoriété, on en bénéficie grâce aux opérateurs. Donc oui, évidemment, ça a joué. Après, pour revenir à ta remarque sur la gratuité, je suis pas d'accord en fait avec cette notion-là, parce qu'aujourd'hui, tu as aussi Netflix qui est bundlé, Disney qui est bundlé par exemple chez Canal en France. Ouais. Personne ne perçoit Disney Plus, hein, pardon. Personne ne perçoit Disney Plus comme un service gratuit. Donc aujourd'hui, c'est un service qui a de la valeur, qui est simplement utilisé dans un bundle de distribution. Caféine, c'est un service qui a de la valeur. Personne ne peut croire que c'est gratuit. Donc aujourd'hui, les gens payent leur offre opérateur pour avoir ces services de contenu. Et en fait, si tu leur enlèves ça,
globalement, il y a plus de justification à avoir un prix aussi élevé, ce que je disais tout à l'heure, sur des offres à des tarifications où la data et la voix ne sont pas le seul facteur de justification de prix élevé. Donc pour moi, c'est un élément essentiel. Donc on s'adresse pas, voilà, pareil, hein, quand tu t'abonnes à Canal, moi par exemple, je suis abonné Canal, hein, on a aussi un partenariat avec Canal+, hein, donc on n'a pas que les opérateurs, et donc aujourd'hui le service caféine est intégré dans MyCanal. Moi je suis MyCanal intégral. Je paye 70 euros par mois, mais c'est aussi parce que j'ai pas mal de contenus de différents. Alors c'est très cher, hein, déjà. Hein, Ouais. Mais je dirais que voilà, je paye différents contenus parce que j'ai full accès au sport. Et pour moi, je sais que c'est pas gratuit, quoi. Tu vois. Ok, tu perçois bien la valeur. J'essaie vraiment de voir, en fait, je vois bien cette croissance parce que d'un coup, tu as beaucoup de volume, etc. Mais savoir si ça vous a aidé à faire que les gens découvrent le produit, l'utilisent, et puis qu'une fois qu'ils sortent de SFR, est-ce qu'ils continuent parce qu'ils ont été hookés, ils adorent le produit et derrière s'abonnent en direct, quoi. Est-ce que ça a eu un vrai effet sur la transformation de ces abonnés un peu spéciaux que tu as par les telcos en vrais abonnés fidèles qui derrière restent sur le service même s'ils changent de telco? Je dirais que ouais, nous on est quand même une arme anti-churn, hein, pour les telcos. Donc globalement l'objectif c'est quand Et même. ça, ils le voient, et vous avez des stats et des Oui, datas oui, qui le montrent. on a des stats d'arme anti-churn. Donc effectivement, si on a noué des partenariats et que ça dure depuis des années, c'est simplement parce que c'est un coût marketing, hein, pour un C'est un opérateur. Donc, super claim, ça, ouais. Donc, c'est l'arme une arme anti-churn. anti-churn. Ouais, c'est une arme anti-churn très très forte. Ok, et donc pour finir là-dessus, donc là vous avez toujours des deals avec des telcos et donc maintenant partout en Europe, parce que donc pour expliquer un peu, il y a eu quand même tu parlais de temps long, mais il y a quand même une accélération. On n'est pas sur un truc un peu plat. Ces derniers mois, tu as donc fait l'acquisition alors je dis Caféine, vous avez fait l'acquisition de Millibris, qui était une liseuse. Donc c'est une liseuse, c'est pas un kiosque, hein, donc juste pour expliquer ceux qui nous écoutent, il y a aussi des plateformes technologiques qui permettent d'équiper des médias en liseuse, comme on est abonné par exemple au Monde, on peut lire le PDF sur une liseuse. Alors je suis pas sûr que eux soient sur Millibris, mais tu connais peut-être mieux les clients de Millibris. J'imagine Express Un des doit être rares qui dessus. n'est pas sur Millibris. Ouais, bon après ils ont une culture très développement interne, donc je pense qu'ils ont peut-être développé même leur Non, non, il y a liseuse. une société concurrente de Millibris qui a développé la solution, mais D'accord. Et donc vous avez acquis Millibris, je crois, pour une dizaine de millions d'euros, après que eux-mêmes aient été rachetés par Altis. C'était quoi le sens derrière parce que si c'est une plateforme techno qui équipe des médias en liseuse, je vais pas dire que c'est pas sexy comme business, mais ça n'a rien à voir avec votre business B2C. Là, vous êtes quand même, tu parlais de cette plateforme, vous êtes un service B2C. Pourquoi racheter une techno de liseuse? alors petit 1, je te confirmerai pas le montant que tu as évoqué. Non, mais c'est des bruits de marché. Alors j'essayais de voir un peu si tu allais Je réagir ne dessus. confirmerai pas ce montant, mais il y a un rationnel quand même qui fait assez sens. Tu posais des questions sur notre relation avec l'écosystème. Nous, l'objectif, c'est encore une fois, on est une plateforme de distribution. Donc, qui dit plateforme de distribution dit la nécessité quand même de nouer des relations les plus les plus euh, les plus proches possibles avec l'écosystème des éditeurs. C'est pas simple, hein. Encore une fois. Il y a des attentes des éditeurs, un point entre les uns et les autres, la perception de la valeur, comme tu le disais, tu l'as vécu en direct. Donc nous, on n'est pas l'ennemi des éditeurs, au contraire, hein. On est une solution qui essaye de créer de la valeur pour eux et de Développer leur marque aussi, leur quelque part, développer leur leur marque. visibilité. Voilà, nous aujourd'hui, on ne vit que grâce aux éditeurs. Donc aujourd'hui, le service caféine, sans le contenu, on ne développe pas de contenu exclusif, on ne crée pas notre propre contenu. Ce qui est une bonne question que je pourrais te poser tout à l'heure. Est-ce que vous allez créer du contenu? Mais on en parlera peut-être tout à l'heure Ouais, si on ouais. il reste de temps. J'y répondrai alors plus tard pour pas perdre le fil, mais Ouais. donc pour moi, les éditeurs sont quand même nos alliés. Et encore une fois, il y a cette phrase de Bill Gates qui disait content is king, et c'est la réalité. Donc le contenu est roi. Par contre, la distribution est reine, et donc pour moi, c'est une association des deux. La distribution, c'est un métier à part entière, comme la production de contenu est un métier à part entière. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, nous, on veut créer une symbiose avec les éditeurs. On est le partenaire des éditeurs et on veut les aider parce que évidemment, ils ont raison aussi. S'ils ont un lectorat qui est hyper engagé sur leur marque, on veut les aider. On veut les aider à pouvoir au mieux capitaliser sur ce lectorat. Et donc notre relation, grâce au développement qui a été établi par Millibris, nous semble faire sens.
Ça veut dire que on considère qu'il y a un potentiel de marché qui est suffisant entre les lecteurs occasionnels d'une marque qui préfèrent avoir une offre exhaustive avec beaucoup de contenu que leur propose Caféine, ou cette possibilité d'y arriver via l'émergence d'offres en direct. Bah, pour nous, c'est complémentaire, c'est pas antinomique. Donc l'un n'empêche. D'accord. Donc Ouais, donc il n'y a pas une raison, c'est en fait voilà un alignement d'intérêts entre les relations, un business legacy, peut-être même un sujet RH, peut-être des développeurs, etc. Exactement. Ça, c'est le deuxième Toujours point. un peu la denrée rare, on connaît ça chez Voilà, Cosmostrat. exactement. Donc c'est aussi des talents, et il y a une équipe de talents qui fait le même métier depuis très longtemps, qui a développé des technologies qui nous semblent aussi intéressantes de pouvoir implémenter dans l'ensemble du produit Caféine, qui sera un produit qui va évoluer dans les prochains mois, et avec aussi d'autres pans d'activité, puisque par exemple Milibris, c'est le service qui fournit l'offre pour Air France. Donc quand tu prends l'avion, ce qui est pas trop le cas en ce moment, mais maintenant tu as toujours de la presse en fait qui est disponible avant de prendre ton avion. Donc avant c'était des racks de papier de titres qui étaient Les fameux, voilà, qui presse représentaient tiers. une grosse partie d'ailleurs de la diffusion Bien sûr. de la presse. Et globalement aujourd'hui, ben pour des raisons de coût, puisque c'était un modèle économique qui était un modèle où les éditeurs gagnaient pas d'argent, hein, et ni Air France ne payait en fait ces contenus. C'est un modèle un peu d'échange de marchandises. Donc je vais pas Ouais. rentrer dans le Échange de détail. bons procédés presque. Voilà, c'est un modèle un peu particulier, mais c'est une grosse partie de la diffusion des éditeurs. Et donc globalement pour des raisons de coût, puisque il y a du poids, il y avait des économies d'échelle, notamment dans la consommation du fuel pour les avions, et donc le papier est de moins en moins un axe qui coûte. Enfin, et puis aussi les déplacements dans les aéroports, ce genre de choses, fait que ça avait un coût assez élevé. Et donc finalement le basculement aussi de la consommation et des usages vers le digital a fait que Air France voulait avoir sa propre offre en direct de presse De kiosque. de kiosque, comme tu peux avoir tu peux écouter de la musique ou regarder des films. Donc je dirais que dans ce cadre-là, des propositions type pure player comme Spotify, Netflix sont pas ce que proposent les compagnies aériennes. Tu vas pas consommer enfin voilà, donc ils développent leur propre hub de contenu. Et Milibris finalement s'est positionné aussi sur cette partie d'activité qui nous semble être intéressante, parce que ça nous aide aussi à démocratiser la valeur de ce type de service, faire connaître que ça existe, et après si les gens sont satisfaits, que si on a le contrôle en fait aussi du produit et de l'expérience, notamment chez Air France avec un produit de qualité, on sait que demain ça pourrait attirer des clients potentiellement vers un service Caféine quand ils seront pas en train de voyager avec Air France. Donc Ouais, là, je sens bien effectivement la valeur de transformation versus une liseuse d'un média. Mais effectivement, rien que ce deal-là dont tu parles sur Air France, tu te dis, oui, s'il y a des millions de personnes qui, lorsqu'ils voyagent, sont exposées à Caféine et voient l'expérience utilisateur, oui, derrière, ça a du sens pour vous. C'est évident. Ouais. Et dans la... Pardon, tu voulais finir. Non, Et dans la même veine, donc vous avez acquis Blendle. Alors pour ceux qui se souviennent pas, mais Blendle, c'est une société hollandaise qui s'était créée il y a peut-être 3-4 ans, peut-être même 5 ans, le temps passe vite, qui était sur un modèle hyper intéressant à l'époque, qui était à l'article. Et donc je crois qu'il y avait des énormes ambitions derrière, et il y avait New York Times, Axel Springer qui avait investi dedans. Gros buzz en France, hein. À l'époque, ils avaient fait le tour du marché, etc. Et si je me souviens bien, tout le monde leur avait dit non, quoi, grosso modo. Donc ils avaient arrêté ce modèle-là. Donc là, peut-être où tu peux prendre le relais, parce que j'ai plus suivi trop derrière, si ce n'est que j'ai vu que boum, hop, vous aviez racheté. Et alors toujours pour te piquer un petit peu, a priori c'est aussi sur une valeur de 10 millions d'euros, mais a priori tu vas ni valider ni infirmer. Et donc là c'est quoi? C'est pas pareil, c'est pour accélérer en se disant plutôt que de lancer un concurrent sur ces marchés. Tu parlais d'un business de volume, c'est pareil, c'est pour accélérer, ou est-ce que derrière c'est de la techno? Qu'est-ce qui a motivé ça? Bon, nous, notre ambition, c'est de construire un champion, pas simplement en France, mais un champion global. Moi, c'est ce qui me nourrit tous les matins quand je me lève. C'est vraiment d'essayer, parce que je suis convaincu. Enfin, c'est pas simplement par ego. Hein, je suis convaincu qu'on est sur un marché qui est énorme et avec beaucoup de potentiel, qui est complexe, mais assez énorme. Et donc, le point, c'est, l'axe de développement, notamment pour la création d'une marque, pour amortir finalement
tous les investissements qui nous sont nécessaires et en fait créer cet effet de buzz positive. C'est un peu simpliste, hein, mais c'est un peu ça l'idée et l'approche. Tu dois développer un service à l'international. Il se trouve que Blendle, effectivement, a eu énormément de buzz et Alexander, le fondateur, est un gars assez exceptionnel, un journaliste avec un charisme incroyable. Il a réussi à emporter l'adhésion en fait d'une équipe et une vision qui est assez similaire de la nôtre en fait finalement, mais il a communiqué de façon plus intelligente, je dirais à un moment, parce que il venait de ce sérail et donc finalement il a eu le halo nécessaire. Après, il faut savoir que il était déjà présent dans tous les médias forts aux Pays-Bas. Donc, si tu veux, aux Pays-Bas, Blendle, c'est une énorme boîte qui a un beau succès avec une belle base d'utilisateurs, qui avait fait rentrer effectivement, comme tu le dis, des éditeurs. Des grands noms, quoi, des grands éditeurs. Mais après, c'est toujours la problématique, c'est que quand tu fais rentrer plusieurs éditeurs dans ton capital, tu as un problème de gouvernance. Donc parce que les intérêts sont pas forcément alignés entre le New York Times. Jamais fait rentrer d'industriel. Voilà. Non, si tu fais rentrer un industriel, t'en fais rentrer un et puis c'est avec une logique de sortie à un moment, parce que sinon tu vas te retrouver avec un problème. Donc voilà, moi c'est une des premières leçons qu'on m'avait donné très jeune, c'est voilà, quand tu fais rentrer un industriel, faut faire attention parce que ça peut bloquer ta sortie. Donc si tu veux, à l'aune de tout ça. La boîte continue à bien se développer. C'est une boîte qui a une bonne base d'utilisateurs, une équipe assez incroyable, des technologies assez folles, et puis il est leader sur son marché aux Pays-Bas. Et donc nous, effectivement, le Pays-Bas était un des pays où on voulait concentrer notre développement sur les prochaines années. Donc naturellement, on s'est fait l'arbitrage entre buy or build, et le buy nous semblait plus pertinent que le build. Voilà, donc c'est un peu ça le rationnel, et puis voilà, franchement on est ravis. C'est pas simple parce que il y a beaucoup de boulot, notamment dans une période Covid où on peut peu voyager. Je t'avoue que ouais, t'as pas encore eu le temps de t'imprégner avec les équipes, voilà, de faire passer tous ces messages, tout votre ADN. Voilà, on a des outils, on s'est travaillé sans, parce que je dirais que le fonctionnement de télétravail et tous les outils chez Caféine, c'est des choses, les outils, fait que les interactions se font assez facilement et que il y a pas besoin d'avoir du présentiel. Mais moi, je crois beaucoup quand même à l'impact de l'humain et des contacts à un moment, plus que devant un écran. Surtout quand t'as 170 personnes, c'est compliqué de sentir les ressentis des uns et des autres. Et en fait, si tu veux, une organisation, c'est d'abord des individus, et chaque individu a ses propres réactions. Donc voilà, ça manque un peu, mais ça se passe plutôt très bien. Franchement, donc avec une volonté de réunifier les marques et d'avoir une seule marque forte au niveau européen ou mondial. Je sais pas si vous êtes sur d'autres marchés d'ailleurs que Europe. Ça fait quand même plus sens globalement de faire du multilocal avec un produit qui est sensiblement similaire ou qui va se rapprocher. Il n'y a pas de logique d'échelle. Après, on n'a pas encore définitivement tranché, parce que Blendle est une marque avec une très forte notoriété aux Pays-Bas, avec des gens qui sont très loyal au service et à la marque. Donc on n'a pas encore entièrement validé notre stratégie. Nous on est dans une approche avec un plan d'intégration avec des idées assez précises. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et je m'adapte. Hein. Donc voilà, l'évolution se fera aussi au gré de la perception au fil de l'eau de surtout nos consommateurs. Et comme je te le disais, on a quand même une position de leadership sur le marché des Pays-Bas, et il faudra être vigilant dans notre approche et dans nos évolutions. Donc voilà, Blendle, c'est vraiment l'exemple type d'une société qui est complètement similaire à Caféine, avec une proposition de valeur un peu différente, mais avec un produit très très similaire, et qui nous ouvre finalement un nouveau pays là où on n'avait pas de présence. Ok, c'est très clair. Et puis effectivement, sur un petit marché comme ça, je pense que c'est plus rapide, plus simple, et puis ça vous... Alors, il faut jamais dire aux Hollandais que c'est un petit marché. Hein, ouais, bon, je pense qu'ils parlent très mal. Hein. Malheureusement, je crois que Mediarama n'est pas encore hyper écouté aux Pays-Bas. Je pense que ça viendra peut-être plus tard. J'avais encore deux sujets que je voulais voir avec toi, qui ont peut-être aucun rapport l'un avec l'autre, évidemment. Il y en a un, c'est vraiment sur l'usage. Et donc là, je voudrais que tu me parles un peu du produit. Alors, l'usage, par exemple, tu vois, donc je parlais de PressReader. On a été abonné chez PressReader sur IP. Ça veut dire que tout le monde au bureau avait le droit à PressReader de manière illimitée. Et il y avait
pas d'usage. Je me souviens, et là je ne dévoile rien non plus, avec PressReader chez Accor, c'était compliqué, il y avait pas beaucoup d'usage, et moi, j'étais resté un peu sur ce sentiment que les kiosques, alors désolé, je reviens toujours sur ce terme, je sais que tu l'aimes plus trop, mais les plateformes en tout cas, ou c'est peut-être pour ça que tu vas sur une plateforme, mais qui avait pas beaucoup d'usage. Pour moi, c'était principalement un problème du X, parce qu'on partait du print, et puis en fait, le print sur des écrans, pour moi, ça marche pas bien. Alors, il y a eu plein d'essais, du Aquafadas, derrière, on essayait d'avoir des exports XML, mais pour moi, il a toujours manqué un peu un truc. Sur le papier, me dire que j'ai un Spotify de la presse et que je peux lire, je trouve ça vraiment top, et j'aimerais avoir ça, mais j'ai jamais été bluffé encore par un produit où je me dis en fait ça va me remplacer toute ma revue de presse, parce que tout est là et c'est simple, c'est fluide. Alors toi tu vas me dire que votre produit c'est pas le cas, mais est-ce que tu as senti ça, et comment est-ce que tu sors un peu de ce paradigme où on récupère le print? Et la question même pour aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui un média, c'est pas que du contenu écrit, tu vois, on parlait de podcast, les contenus vidéo, les contenus podcast, maintenant c'est des marques, on n'est plus que sur du print. Comment est-ce que tu adaptes ton produit pour avoir une expérience qui soit la meilleure possible et garder de l'usage? Ouais. Bah écoute, c'est une très bonne question, et je pense que c'est au cœur de nos sujets. Bon, je dirais d'abord que nous, on a un lectorat qui est quand même très consommateur de nos contenus. Donc c'est assez phénoménal. En revanche, effectivement, c'est la question de comment tu fais pour augmenter ta base d'utilisateurs de façon beaucoup plus globale. Regarde ce que je te disais, c'est-à-dire que tu as quand même une niche qui est le lectorat des éditeurs qui s'abonnent pour, en disant en moyenne 10 euros par mois. Tu as une grande partie du lectorat qui paye pas, et tu as entre nous une base qui est en train de se constituer, mais qui reste relativement encore, enfin avec un énorme potentiel, et relativement encore pas confidentiel, parce qu'on a quand même des millions d'utilisateurs, mais encore relativement confidentiel par rapport à d'autres services de contenu. Donc ça c'est quand même un constat. Donc là où je te rejoins, c'est que notre produit, il est complètement adapté à, en tout cas dans son expérience qu'on appelle le PDF, le réplica, il est complètement adapté à certains types de devices. Où là, ça a une valeur même intrinsèque, parce que même si Tablette, par exemple, pour dire les choses. sur les tablettes, moi, je t'avoue que, et pourtant je suis pas du tout old school, je t'avoue que j'utilise le service pas forcément tous les jours. Donc ça dépend des moments, de mon temps, mais l'expérience, elle est vraiment incroyable sur tablette, parce que aujourd'hui, on a quand même amélioré le produit par rapport à nos premières versions. Tu as des fonctionnalités qui te permettent d'améliorer ça, et tu as aussi de l'approche au niveau du contenu qui n'est pas que par je dirais, le PDF. Tu as tout un outil de CRM. Donc si tu veux, Mais est-ce qu'on peut imaginer sortir pardon, mais donc là, vous savez dire que concrètement, vous partez toujours encore du PDF. non, Est-ce qu'on peut pas, non? mon deuxième point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'on n'est plus un kiosque numérique. Aujourd'hui, quand tu t'abonnes à Caféine, tu as plein de portes d'entrée du contenu. Tu as une porte d'entrée qui peut être le format homothétique au papier. Donc ça existe, et moi, ça fait partie de l'expérience. Mais tu as aussi un feed d'actualité qui nous a permis, nous, on a des outils, on a développé des technologies propriétaires qui transforment en fait les flux. Donc du PDF qui nous est fourni par les éditeurs, puisque la grande majorité des éditeurs, c'est que ça qu'ils ont. Il y a un enjeu de transformation dans ton... Tu veux dire qu'ils sont pas capables encore de vous fournir des flux XML, par exemple? Au quotidien, oui, mais après, franchement, aujourd'hui, on a 2500 titres. Je dirais 90% de l'industrie n'a pas cette capacité-là. Donc oui, les gros, Okay. oui, les petits, non. Donc t'as pas le choix, tu es obligé de toi-même développer des technos à partir de ces PDF, parce que c'est le standard du marché. Voilà. Mais on a automatisé tout ça, en fait. On a vraiment développé des technologies qui nous permettent de transformer et d'avoir un mode article qui est comme une web view, en fait. Donc t'as plus de sujets d'expérience et de qualité du contenu. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et en fait, cette part de consommation dans notre service, elle est de plus en plus importante. Elle est en train même de dépasser la consommation, je dirais, traditionnelle d'un pur magazine ou d'un pur quotidien. Le deuxième sujet, c'est que tu as tout à fait raison. Pour moi, c'est le point sur lequel j'essayais d'insister en début de conversation. Une marque de presse, c'est plus que de l'écrit. C'est une marque qui fonctionne effectivement sur de l'audio, de la vidéo. Et donc nous, dans notre proposition de valeur, on est en train d'intégrer ces éléments-là dans notre offre. C'est déjà le cas chez Blendle. Blendle, c'est ce qui nous a intéressé dans la technologie, c'est que ils ont déjà un studio. Parce que l'audio, on peut en faire très facilement. Je veux dire, tu prends des technologies Ouais, Google text to ou speech, Amazon, un truc bien foutu. c'est quand même très
très comment dirais-je, Encore embryonnaire en français, on va dire. embryonnaire, et puis l'expérience, c'est très robotisé en fait. Hein, donc t'as pas envie Il y a de une ça. startup française, Eloquence, Alexis Botaya, que je vais bientôt interroger, qui se lance sur le sujet. Ouais, Mais, ouais. ça m'intéresse pas. mais, Je me ouais, présente. bah, je peux te mettre en relation avec lui. Mais en tout cas, effectivement, il y a encore du boulot. C'est pas encore bien prêt, je trouve. C'est pas une belle expérience agréable. C'est sûr. Et donc nous, notre choix, il a été de dire, on va pas développer une feature pour développer une feature. Ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de l'embedder en fait, de l'intégrer à l'intérieur de l'expérience. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc si tu veux, c'est ça. Et puis après, il y a plein de nouvelles fonctionnalités dans Caffeine. Caffeine, c'est aussi un moteur de recherche. Ça va être la mise en place de dossiers. Donc il y a plein de fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Si tu veux, j'ai pas parlé parce que j'ai été très loquace, mais j'ai pas tout dit. Aujourd'hui, c'est une boîte de 170 personnes. Donc, et quand tu regardes la structure de l'équipe, t'as plus de 70 personnes qui sont produits à la tech dans la boîte. Donc, Ouais, vous êtes une boîte produit, quoi. produire aussi beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on a mis en place depuis 1 an et demi. Ça prend du temps. Hein. C'est des temps longs en fait. Les développements de techno et notre boîte est quand même en très forte croissance avec beaucoup de partenariats nouveaux qui arrivent. Donc on a beaucoup de sujets. Donc tu vois, on a des sujets d'organisation, d'intégration. Mais si tu veux, le produit est au cœur est fondamentalement au cœur de notre réflexion, et son évolution, elle nous semble être essentielle. Clairement, tu vois, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir un produit, un site internet. Le site internet, il n'est pas aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de, je dirais, de trafic sur le site, c'est pas l'expérience ultime. L'expérience ultime aujourd'hui, c'est plus tablette et smartphone, où tu transformes le PDF en format article. Donc tu as cette consommation, mais tu dois réadresser ton média. Et donc ça, c'est tout un sujet sur lequel on travaille. Et après, c'est aussi cette réflexion de comment tu interagis dans les premiers pas avec tes consommateurs pour les convaincre. Donc Ouais, nous, l'onboarding. voilà, on n'a pas le problème d'usage de façon massive parce que on a plus un problème parfois de connaissances. Par exemple, chez les opérateurs télécoms, ça marche très bien, mais il y a beaucoup de clients qui savent même pas que c'est intégré dans les offres, tu vois. Mais c'est pas que nous. Hein. Et donc ça, c'est un sujet. Tu vois, les offres de contenu. Toi, tu parlais de l'offre par exemple d'XFR en 2014, des extras. Pas tous les clients le savaient en fait qu'ils avaient besoin de ces bonus. Donc il y a un sujet de marketing en fait, de go-to-market. Donc voilà, ça pour moi, à partir du moment où je dirais l'expression un peu basique, alors ça fait rire les équipes quand je dis ça, c'est de dire une fois que tu utilises le service, en général tu l'as adopté. Mais il faut que les mecs l'utilisent au moins Voilà. une fois, et puis Après, tu le aussi, prennes par la main. Il faut que tu arrives à les prendre par la main pour l'utiliser, montrer la valeur, et après, tu es assez convaincu que ton produit est bon et qu'ils y retournent. le catalogue a quand même beaucoup progressé. Tu vois, par exemple, dans notre offre grand public, on a mis des années à obtenir l'équipe. L'équipe, c'est quand même un des titres phares. Une fois que tu as l'équipe, c'est pas la même chose que quand tu as d'autres titres. Je veux dire, la force des quotidiens, c'est quand même d'être là, de créer une régularité dans la relation avec le consommateur. Et après, encore une fois, hein, chez nous, ce qu'on veut pas, on veut pas non plus avoir des consommateurs qui viennent tout le temps sur la plateforme. On veut que quand ils viennent, le moment, ça soit c'est comme on dit avec les enfants, c'est le quality time, c'est pas le quantity time. On est un peu dans Et ça, c'est un truc que t'as, parce que, enfin, c'est marrant, moi, j'aurais pu penser à l'inverse en disant, moi, je veux qu'ils viennent tous les jours et que je sois leur point d'entrée et qu'ils fassent leur revue de presse tous les jours. Toi, tu te dis, c'est plus expérientiel et je veux un truc de qualité. Enfin, encore une fois, ça, c'est une approche très presse quotidienne nationale et presse quotidienne régionale qui est une partie fondamentale et prépondérante. Mais c'est pas que ça. Non, c'est vrai, j'ai peut-être un prisme aussi là-dessus. On voit bien les temps, il y a des temps de consommation dans la journée. Le matin, t'as pas la même consommation que le midi et le soir. Et moi, ce que je veux pas, c'est justement ça aussi. C'est pas de me retrouver dans une logique d'être une. Alors, pareil, je suis assez prudent sur ça, mais c'est pas d'être un phénomène de clic et de faire que les gens deviennent addictifs à notre service sans comprendre la valeur et de créer un phénomène où tu vois, comme sur certains réseaux sociaux, tu y vas, tu passes du temps, mais en fait, tu sais même pas pourquoi tu passes du temps, en fait. Ouais, et puis les algorithmes sont tellement bien foutus qu'en fait, t'es hooké, puis tu peux avoir un phénomène de rejet, effectivement, au bout d'un moment. On y revient, tu vois, il y a des phénomènes de mode, et pour moi, effectivement, ils ont gagné cette bataille à 10 ans, mais je suis pas sûr que dans les nouvelles générations, ça fonctionnera comme ça. Il va avoir forcément à un moment ou à un autre une évolution à ce phénomène d'addiction. D'accord, donc toi, tu contrôles ça d'assez près quand même. Nous, c'est notre conviction. Et encore une fois, la chose, c'est de dire quand je viens sur Caféine, c'est un peu la même chose qu'une plateforme comme par exemple un MyCanal. Tu vas pas utiliser toute la journée MyCanal, tu vois, ou Netflix.
Tu vois, ou sinon tu deviens un peu débile, quoi. Enfin, il y a un moment où pareil, Je pense qu'il y a quand faut même être pas mal de gens pareil. qui sont sur Netflix tous les jours, Ouais, mais mais bon, mais mais effectivement, je pense pas que ce soit bon dans l'absolu. point est pas de dire qu'ils viennent pas tous les jours. Mon point est de dire qu'ils passent pas toute la journée dessus. C'est deux choses différentes. Et Ouais. avec un contenu comme le nôtre, ça pourrait être le cas. Ouais, totalement. Ouais, Oui, ils passent tu toute la dit, journée. tu as une Donc telle voilà, profondeur de catalogue voilà, que oui. ça pourrait être le cas. Donc nous, notre sujet, c'est plutôt de dire non, on veut qu'ils viennent tous les jours, mais de façon régulière, qu'ils passent plus de temps, mais du temps de qualité et pas de la quantité. Très très clair. Dernière question, parce que je vois en plus que le temps tourne, on approche de cette heure, donc j'essaye un peu de formater sur Mediarama. C'est plus sur l'avenir et ta relation avec les GAFAM, parce que j'ai l'impression que tant que vous étiez entre guillemets petit, bon bah voilà, ça marche, mais il y a quand même plein d'initiatives chez les GAFAM autour de la presse, hein, on en parle. Il y a notamment alors il y a Google Actu qui est un peu différent, il y a Apple News alors qui est moins développé en France qu'il ne l'est aux États-Unis notamment. Tu te sens voilà en concurrence avec ces services-là? Est-ce que tu leur parles? Est-ce qu'ils vous voient? T'es dans leur radar? C'est quoi ta relation avec les GAFAM? Oui, en fait, l'écosystème se parle, hein, de toutes les façons. Donc ça fait partie. Ça fait partie. C'est tes concurrents, par exemple? Qui sont Oui, tes concurrents? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les GAFAM? ah, évidemment, c'est deux types de concurrence qui sont un peu différents. Pour moi, les GAFA sont concurrents, mais c'est plutôt quelque chose de positif, dans le sens aujourd'hui où sur les industries de contenu, quand les GAFA s'intéressent au sujet, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Et Dieu sait qu'ils s'intéressent au contenu. Donc ils s'intéressent à tous les contenus et quand ils sont positionnés sur les contenus, moi je constate que ça a pas tué des pure players qui restent des leaders du marché. On a dit hein, l'ambition c'est de créer le Spotify du secteur. Spotify est plus fort que Apple Music. Et on avait prédit quand Apple avait lancé cette initiative que Spotify serait en période trouble et au contraire quand tu regardes la courbe de croissance des abonnés, elle a accéléré après l'arrivée d'Apple, pardon, parce que ça a démocratisé l'accès, de ce À type ce de type service qui d'outils, était déjà de connu, services. mais voilà, Mmh. c'est un véritable phénomène d'accélération. Donc je dirais que pour moi, oui, ce sont des concurrents, je peux pas te dire le contraire, mais d'un autre côté, c'est des gens qui vont, à mon sens, plus nous aider à démocratiser le service et à nous d'être bons, à nous d'être suffisamment, d'adopter la bonne stratégie, d'avoir le bon produit. Moi, je suis convaincu que on a un sujet, c'est une expertise très granulaire sur le produit et sur la relation aussi avec les ayants droit. Hein. Comme je te dis, globalement, venir sur notre sujet, c'est très compliqué parce que tous les éditeurs sont importants. Quand tu parles à des marques de presse, oui, tu as des marques qui sont... moi, j'entends toute la journée de toutes les marques, tu connais la valeur de ma marque. Je pense que tu Mmh. l'as entendu. Oui. Enfin, il y en a 300 des marques qui sont connues. Je veux dire, un Vogue, c'est une marque incroyable. Un Glamour, c'est une marque incroyable. Un Grazia, même qui a dû fermer, c'est une marque incroyable. Donc voilà, l'équipe, c'est incroyable. Le Figaro, c'est incroyable. Le Monde, c'est incroyable. Il y en a plein. Toutes les marques de presse, c'est ce qu'on disait, c'est des écosystèmes de marques et ils ont fait un truc formidable, c'est qu'ils ont des marques fortes. Enfin voilà, je vais pas toutes les citer. Non, Parenac, non, mais c'est vrai, et qui sont des fois bien plus fortes que ce qu'est leur business ou la taille voilà. de la boîte, quoi. Des fois, c'est une C'est vraie génial. dichotomie. Donc ça c'est vrai et donc ils ont raison. Donc nous notre sujet c'est comment on arrive à parler à chaque éditeur parce que chaque éditeur a son propre business model, ses propres problématiques et que c'est clair que cette approche granulaire pays par pays, elle me semble plus complexe pour un GAFAM à avoir que nous. Hein. D'ailleurs regarde ce qui s'est passé sur les droits voisins. Hein. Ouais, Donc la France, elle est normale, elle est froide, elle est à l'image, je dirais, de leur puissance. Et encore une fois, c'est pas du tout négatif. Hein. Moi, je suis assez admiratif de ces boîtes, mais c'est aujourd'hui à leur taille c'est impossible de faire ce qu'on fait. Quoi. Nous, on est des petits artisans, je dirais. C'est ça notre ouais, force. puis ce travail a été fait déjà. Voilà. En fait, c'est Oui, pareil, hein, tu parlais de oui, Buy or en Build. finalité, parce que tu On vois, pourrait imaginer que si quelqu'un s'intéressait au sujet, ce serait plus simple de racheter Caféine que de refaire la même chose, quoi. potentiellement, mais c'est aussi une expertise. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail de fond permanent avec nos partenaires. Je veux dire, nous, on continue d'accompagner les éditeurs. On n'est pas, tu signes pas un contrat et il y a la prévente en fait. Et la prévente, il est permanent. C'est ça, effectivement. Très, très, très clair et super challenge. Enfin, je pense que, en fait, c'est un temps long, mais j'ai l'impression que que vous êtes encore au début de quelque chose. Alors, Tu vois, j'ai l'impression qu'on touche du doigt quelque chose où ça peut marcher ou pas marcher, mais j'ai l'impression que ça peut cartonner et que, en fait, c'est ce travail de longue haleine un peu qui va finir par payer.
Alors moi, c'est la manière dont je vois les choses, hein, et je te dis, ça fait plus de 14 ans que je fais ça, que j'ai créé cette boîte, et en fait, je vois ça comme un marathon que tu cours comme un sprint. Donc, bon, pour l'instant, je suis pas du tout épuisé, mais je t'avoue que, enfin voilà, le temps est passé à une vitesse folle, et évidemment, tu vois, il faut à la fois gérer le temps long, être patient, mais aller vite en fait. Et ça, c'est la combinaison. Donc ouais, pour moi, la boîte n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a même 1 an, il y a même 2 ans. Donc voilà, elle progresse. C'est pas forcément évident. Les étapes, elles sont pas purement anticipables à l'avance. Beaucoup d'événements qui nous sont arrivés cette année n'étaient pas forcément prédictibles à l'avance. Et c'est un peu comme ça. Donc on essaie en se structurant, en se développant, de donner plus de prédictions à nos évolutions. Mais c'est ce qui est aussi assez marrant en fait. Donc c'est pour ça que je dis à la fois on a ce côté marathon, vision où on va. Mais on a ce sujet du quotidien où il faut en permanence animer, aller vite, quoi. Un beau challenge et à suivre. Je suis persuadé, je le dis souvent, mais ça donne toujours envie de se donner rendez-vous dans 1 an pour voir tout ce qui se sera passé. En tout cas, je pense qu'on n'a pas fini de parler de caféine. Juste pour conclure, Harry, un peu de prédictif sur 2021 pour toi, ça va être quoi la grande tendance alors autour de la consommation des news? Est-ce que c'est l'audio? Est-ce que c'est l'ultra personnalisation avec le développement d'algorithmes? Est-ce que tu vois quelque chose un peu émerger en 2021? Écoute, moi je suis assez convaincu, c'est les 2 thématiques principales, c'est l'audio et à la fois cette ultra personnalisation, mais en intégrant de la sérendipité en fait. Donc aussi cette capacité à Exactement, c'est hyper intéressant et je te sors un épisode avec Radio France où ils travaillent à fond sur ces sujets-là, quoi. C'est comment tu peux guider d'un point de vue éditorial tout en permettant un peu de personnalisation. C'est un beau challenge. la force et la richesse de ce média, c'est de pas simplement te mettre dans ta bulle. Donc ça fait partie de nos sujets, je pense, ça va être les 2 grandes thématiques. Moi, je suis convaincu que le monde va revenir, moi c'est mes convictions, après je peux me tromper, mais je suis assez convaincu qu'on reviendra à des réflexes assez naturels, même si on sera tous marqués par cette période, et je pense qu'on va peut-être rechercher un peu plus de sens à nos vies en fait, tu vois, après cette période, et donc je suis convaincu que les médias apportent du sens à ta vie, et donc il doit y avoir un travail et un effort sur comment tu t'adresses aux consommateurs, à ces évolutions, à ce qui est l'évolution de la consommation, et encore une fois de l'évolution aussi des générations et de la manière dont ils ont grandi en fait. Quand je vois mes enfants, ce que je me dis, c'est que ils n'arrivent pas à comprendre qu'avant 18 ans, il y avait pas de smartphone, quoi. C'est pour eux, c'est l'âge de pierre. Et en fait, on devient très vite obsolète en fait. Et c'est assez marrant. Donc les tendances, il faut savoir à les accompagner, parce que je pense que la dimension culturelle des contenus, elle passe les générations. Il y a un phénomène de transmission, mais son évolution et sa manière de percevoir les changements et de répondre de façon captive à ces nouvelles générations, c'est un élément extrêmement important. Donc, et je pense que c'est des éléments qui sont en adéquation avec la manière dont les nouvelles générations grandissent. Écoute, à suivre ces prédictions, mais je pense que c'est assez sage et plein de sens. On va suivre ça. C'était le mot de la fin. Merci Harry pour ton temps et ta transparence sur pas mal de sujets hyper intéressants. Et je retiendrai un peu ta catchline que le contenu est roi, mais la distribution est reine. Je pense que ça peut être un bon claim aussi chez vous. Merci 1000 fois. Merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mediarama. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!